Quand la polémique a commencé à enfler sur les réseaux sociaux, moi je me suis dit, ah, cet ambassadeur, il aura des ennuis. Parce que ce qu'il a dit là-bas, ce n'est pas la ligne officielle des autorités béninoises déjà. Euh, je me rappelle que le président Patrice Talon, lors d'un discours à la Nation, il me semble en décembre 2023, avait fait son mea culpa quant à la situation sur le Niger, mais jamais il n'a ouvertement demandé pardon, comme on l'a vu avec cet ambassadeur. Alors, quand il dit qu'il parle au nom des autorités béninoises et du peuple béninois, je me suis dit s'il était vraiment mandaté pour. Certes, c'est un ambassadeur, mais dans ce dossier aussi sensible, il aurait fallu qu'il en discute d'abord avec son ministre. Euh, mais bon, dans le même temps, je regarde l'autre face de la médaille, je me dis, c'est un homme qui a été envoyé là-bas pour essayer de décanter une situation. Il ne sait plus à quel sein se vouer, donc il tente de faire feu de tout bois. Et dans ce contexte-là, forcément, ça casse comme ça a été le cas parce que, bon, le Niger et le Bénin, on sait dans quel contexte on est actuellement. Les autorités béninoises ont tout fait pour mettre la balle à terre, mais de l'autre côté, du côté des voisins nigériens, ils ne sont pas prêts à négocier quoi que ce soit. Il y a toujours de la suspicion, Oh, il y a oui, cette oui, au crise contraire, de ils jettent de confiance. l'huile sur le feu. C'est vrai qu'ils ont envoyé un ambassadeur à Cotonou qui a pris fonction en fin janvier, mais pour vraiment montrer une volonté à relancer les relations bilatérales, ça ne vient toujours pas. Dans ce contexte, cet ambassadeur, d'abord, il a été invité pour participer à cette cérémonie de remise de diplôme d'une école de médecine. Là, déjà, il y a un problème. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un débat qui a cours actuellement où on dit que les diplômes obtenus dans des universités privées de médecine ne sont plus admis en tant que tels au Bénin. Et un ambassadeur qui va là-bas, qui est l'invité d'honneur de cette école privée-là, alors que son État est contre ce genre de diplôme, ça fait, premièrement, une contradiction, c'est déjà antinomique. Maintenant, dans le contexte où nous nous situons actuellement, c'est quelque chose qu'un diplomate ne devrait pas faire. Maintenant, on connaît le profil de Agoncan, c'est pas un diplomate, c'est un acteur politique. Le débat se pose, il y a un diplomate à côté de moi, est-ce qu'il faut envoyer dans des représentations diplomatiques que des diplomates de carrière? Là maintenant, ils vont, comment dit-on, saisir la balle au bon et dire voilà le débat que nous menons tout le temps. Si c'était un diplomate, il n'aurait pas parlé comme ça. Alors, entretien prévu avec le chef de la diplomatie béninoise, le ministre des Affaires étrangères, normalement jeudi, après vendredi. Pour le moment, rien à filtrer. On ne sait pas quel sort lui est réservé. Vous situez le couac à trois niveaux. D'abord, la personnalité qui a parlé, les propos que la personnalité a tenus et le cadre dans lequel il a tenu ses c'est ça, quoi. De toute façon, c'est plutôt une patate très chaude actuellement entre les mains des autorités béninoises. Est-ce qu'elles prendraient le risque de le révoquer, comme il a été dit dans un premier temps, avant que le discours ne change? Dans ce faisant, les Nigériens diraient oui, les autorités béninoises nous font croire qu'elles veulent arranger la situation, mais avec cet acte qu'ils viennent de poser, c'est tout comme si ils ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs. Parce que après tout, la fermeture des frontières sur initiative de la CEDEAO a été très mal vécue par les Nigériens. Ils ne le pardonnent pas jusqu'à présent. Maintenant, si on ne le sanctionne pas en le relevant de ses fonctions, est-ce que ça veut dire que l'État béninois accepte le pardon que l'ambassadeur a présenté là-bas? Alors justement, ce sont ces questions que nous allons continuer d'éplucher. Alors, je vais vous donner la parole à vous, acteur politique, Ghislain Guédégué. Mais avant, je dois préciser que j'avais voulu et invité effectivement aussi un acteur politique de l'opposition. Vous êtes de la mouvance. Il n'a pas pu effectuer le déplacement à temps. Je dois donner les raisons. Il avait une session. Il n'a pas pu se libérer à temps. Et cet enregistrement doit se faire dans un chronogramme bien précis également. Sinon, il a donné sa bonne volonté de participer également à ce débat-là. Il a dit, M. Agoncan, l'ambassadeur Agoncan, est beaucoup plus un acteur politique, qui plus est un membre du même parti politique que vous, l'Union progressiste, le Renouveau. Comment vivez-vous ce qui lui arrive? Peut-on dire un os dans sa gorge? Comment est-ce que vous le ressentez?
Merci, cher ami. J'aurais bien aimé situer le contexte, mais mon prédécesseur l'a si bien fait que je ne voudrais pas nous faire perdre du temps. Après, pour aller directement à la réponse à votre question, j'ai beaucoup de peine pour Gildas, pardon, monsieur l'ambassadeur. J'ai beaucoup de peine pour lui. Parce que on aurait pu lire, ou on lisait en lui, toute la volonté, beaucoup de haine pour réussir cette mission si difficile, à savoir apaiser les relations entre le Bénin et le pays frère, le Niger. On a vu les conditions difficiles. Très difficiles. Qui ont il a été nommé, il a pris du temps ici avant de pouvoir aller là-bas. Tout ce processus est en train de durer. Les autorités nigériennes n'en voulaient pas. Et... Voilà, 6 mois à peine. Et voilà, moi je comprends ce qui est arrivé et je mets ça sous le signe de la volonté de réussir. Voyez. Mais après, demander pardon, présenter des excuses, c'est s'accuser. Reconnaître ce que l'on a fait du mal et demander au vis-à-vis de comprendre afin que l'amitié ou la camaraderie, la fraternité puisse continuer sans tenir compte de cela. Le Bénin, quoi qu'on en dise, a suivi une décision communautaire. Ce n'est pas le Bénin qui a pris la décision d'envoyer des forces ou d'empêcher un coup d'État au Niger. Alors, après cela, de l'eau a coulé sur le pont, le Bénin et ses autorités ont fait profil bas. Les positions ont évolué. Vraiment, vraiment. Celle de la CEDEAO également, pour faire place à la négociation, au dialogue. Dialogue à laquelle les militaires nigériens ne sont pas prêts. Mais après, je les comprends. Voilà des gens qui ont fait leur coup et qui veulent garder le pouvoir. Une question oui. Pour vous relancer, parce qu'il dit parler au nom du peuple béninois, au nom des autorités béninoises. Alors on se pose la question, il est un ambassadeur. A-t-il pu parler sans l'accord des autorités béninoises? Bon, le peuple, ça fait vague. Non, le peuple, l'a mandaté, peut-être de son titre je... d'ambassadeur, mais les autorités, il dit avoir parlé en leur nom. N'aurait-il pas reçu des instructions dans ce sens? On se pose des questions. Aurait-il dit cela de son propre chef? Voyez, ce qui pourrait constituer une autre faute quand même. Tout à fait. On a la chance d'avoir un diplomate sur le plateau. Je vais faire profil bas et l'écouter. Mais si vous voulez mon avis, après, un diplomate en poste n'a pas besoin d'appeler chaque matin le ministre ou de revenir à Cotonou tous les jours pour dire la ligne directe. On lui fiche un contexte et il prend la parole. Mais il peut avoir du flair. Oui, enfin, après, j'ai l'intime conviction. On ne va pas dire que monsieur l'ambassadeur du Bénin au Niger ne connaît pas le contexte ou n'a pas une idée du cadre qui lui est tracé. Non, je ne vais pas me permettre. Mais après... La difficulté, c'est quand vous prenez la parole devant une foule comme ça, c'est juste un jeu de mots qui a joué. Moi, je suis d'accord, ou j'aurais été d'accord, que l'ambassadeur affirme que nous sommes des frères et qu'on devrait se comprendre. Mais après, quand vous demandez pardon, c'est comme si tout ce dont on vous accuse, vous reconnaissez. Et Dieu sait, vous savez, monsieur le journaliste, tout ce dont nos frères du Niger nous accuse, c'est le casus belli. Moi, j'ai personnellement cette conviction de ce que voilà des gens qui, s'ils rentrent en... Ils ont intérêt à entretenir cette difficulté avec le Bénin. Alors, on a vu quand même des tonnerres d'applaudissements à chaque prise de position, on va dire, qui allait dans le sens du pardon. L'auditoire était acquis à ces propos, à cette cause-là. Les Nigériens étaient, on va dire, ceux qui étaient là, partageaient justement cet auditoire, cette ligne de conduite. C'est des Nigériens. Après, vous êtes plus au fait de l'actualité que moi, comme journaliste. On va revenir justement sur vous devez me l'enseigner. Quand on est à la télé ou quand on est dans une foule au Niger aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose que d'applaudir la volonté des dirigeants nigériens. Voyez-vous? Donc, cette joie supposée ou ce qu'on a vu là, on a applaudi monsieur l'ambassadeur parce qu'il a demandé pardon. Tout le monde estime que le Bénin reconnaît enfin
qu'il a tort. Alors, on va revenir sur tous ces aspects, parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il était sous pression? Parce qu'il était sur une terre nigérienne. Il était donc entouré rien que des Nigériens. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce que c'était une pression? Bref, on pourra épiloguer là-dessus, sans oublier qu'il est l'image du Bénin donc au Niger. Il est ambassadeur et c'est la position du Bénin qu'il doit porter en tout temps et en tout lieu. Alors, justement, spécialiste des relations internationales, il y a beaucoup d'expressions qui méritent d'être élucidées. D'abord, consultation. Dans quel contexte est-ce qu'un ambassadeur peut être rappelé pour consultation par son supérieur hiérarchique? Alors déjà, je précise que je suis diplomate de formation. C'est important, la différence est importante. Donc je n'exerce pas au nom de l'État béninois. Donc je suis consultant en relations internationales. Absolument. Alors, oui. Précision très importante. Oui, important, parce qu'en diplomatie, il faut faire très attention, puisque c'est de cela que nous sommes en train de parler justement aujourd'hui. Les mots ont leur importance et il faut faire suffisamment attention à ce qu'on dit, où est-ce qu'on le dit et comment est-ce qu'on le dit. Alors déjà, oui, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se disent actuellement. Oui, on entend beaucoup de terminologie. Alors lorsqu'on parle de consultation en matière, de rappel pour consultation en matière diplomatique, déjà, il faut savoir que c'est un niveau de relation quand même qui est assez grave dans le sens où, alors lorsqu'on parle de consultation, de rappel pour consultation, c'est une manière pour l'État qui le fait, donc l'État accréditant, qui le fait donc d'exprimer sa réprobation vis-à-vis du comportement de son diplomate à lui, de son diplomate qu'il a envoyé donc en mission, ou bien d'exprimer donc sa réprobation, son mécontentement vis-à-vis de la politique menée par l'État dans lequel cet ambassadeur-là est envoyé. Et donc, c'est ces deux facettes-là qu'il faut voir. Donc, lorsqu'on parle de rappel pour consultation, c'est une manière pour l'État de dire « je ne suis pas d'accord soit avec ce que mon ambassadeur a dit ou a fait dans le pays » ou également dire « je ne suis pas d'accord avec la politique ou le comportement de l'État même où il est présent dans le cas d'espèce ». Et donc, ceci, je dirais, c'est un peu comme l'antichambre ou l'étape avant, lorsque rien n'est fait pour normaliser les relations, c'est un peu l'étape avant pour, on va dire, au meilleur des cas, pour une dégradation des relations ou au pire des cas, tout simplement une rupture des relations diplomatiques. Parce que lorsqu'on commence à aller vers le rappel pour consultation, c'est qu'il y a un problème, c'est que quelque chose ne va pas, que ce soit au niveau de votre ambassadeur ou au niveau de l'État accréditaire, dans l'État dans lequel votre ambassadeur est envoyé. Et donc, ça, donc il va expliquer le contexte dans lequel il a dû tenir ses propos, c'est ça? C'est ce qu'il va expliquer au ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'il va expliquer qu'il était peut-être sous pression? Qu'est-ce qu'il pourrait donner comme réponse? Alors, malheureusement, je ne saurais dire ce qu'il pourrait donner comme réponse, mais oui, effectivement, il va devoir rentrer au pays et expliquer aux autorités béninoises les raisons pour lesquelles il a cru devoir tenir un certain nombre de propos. Parce que c'est important, lorsque vous parlez d'agissement sous pression, oui, je voudrais quand même clarifier que on parle quand même d'un ambassadeur. Et la Convention de Vienne de 61 qui régit la relation diplomatique a prévu un certain nombre de dispositions pour permettre à l'ambassadeur d'exercer son magistère, son ministère, sa fonction librement, sans aucune contrainte. Et l'État accréditaire a même l'obligation de lui permettre d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions qui soient. Donc, on ne saurait parler à ce stade-là d'une quelconque pression sur l'ambassadeur, parce que ça, c'est grave et ça, c'est puni par les textes internationaux. Et l'ambassadeur lui-même n'a pas évoqué, et lorsqu'on voit un peu les images, on n'a pas l'impression de quelqu'un qui est en train d'agir sous pression. On voit plutôt quelqu'un qui a cru devoir tenir un certain nombre de propos qui, pour ma part, ne constituent pas une erreur de sa part. Pour moi, c'est une faute grave. Parce que lorsqu'on parle, il faut faire la différence entre l'erreur et la faute. Là, en l'occurrence, nous sommes en matière de faute. Une faute, un manquement aux obligations du diplomate. Qu'on le veuille ou pas, qu'il soit diplomate de carrière ou de fonction, il est un représentant légitime de l'État béninois. Et donc, il porte la responsabilité d'agir conformément aux obligations qui incombent à un ambassadeur. Et en l'occurrence, lorsqu'on veut dire un certain nombre de choses, lorsqu'on veut prendre un certain nombre de positions,
on fait recours, et tout à l'heure, M. Guédégbé le disait, on fait recours, il y a ce qu'on appelle le recours quartier général. Vous demandez l'autorisation. Oui, il peut le faire 1000 fois dans une journée si le besoin se fait sentir. Si vraiment on se rend compte qu'il y a vraiment... C'est-à-dire si vraiment il est en face d'une situation où il a besoin d'avoir une autorisation ou un feu vert pour dire ou pour ne pas dire. Vous savez, on dit souvent, le diplomate, c'est celui-là qui tourne la langue 7 fois dans sa bouche pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'on fait très attention à ce qu'on dit. Et en l'occurrence, dans un contexte pareil, si vous permettez, il y a quelque chose sur lequel quand même il faut qu'on insiste, parce qu'il faut rappeler un peu le contexte dans lequel l'ambassadeur Agonkan est entré en fonction. Il a été nommé au moment où la situation entre le Bénin et le Niger était encore au beau fixe. Et son entrée en fonction a pris du temps parce qu'entre-temps, il y a eu un coup d'État dans le pays, il y a eu tout ce qu'on a connu comme bouleversement géopolitique dans la région. Et donc, moi, pour ma part, j'estime que à ce moment-là, et ça, j'impute la responsabilité à l'État béninois qui aurait dû, compte tenu de ce changement de configuration, revoir la carte de l'ambassadeur Agonkan. Est-ce que l'ambassadeur Agonkan était la personne idoine dans le contexte des relations actuelles entre le Bénin et le Niger? La personne les contextes ont changé. Les contextes, et c'est ça qui est important. On a nommé quelqu'un dans un contexte de relations pacifiques, et là vous avez affaire à un contexte belliqueux, un contexte de nature conflictuelle, où il faut mettre quelqu'un qui sait pouvoir manier le langage et qui sait pouvoir tenir la situation pour qu'elle ne dérape pas. Parce que là, nous sommes dans une situation assez je dirais, assez préoccupante. Parce qu'on ne sait pas, parce que quel que soit ce qu'on va faire là, il y a un risque majeur et palpable d'envenimer la situation avec le Niger, alors qu'on est dans une dynamique d'apaisement des situations. Et donc, j'interroge un peu la raison pour laquelle on a choisi de maintenir l'ambassadeur Agonkan à son poste, quitte à le confirmer et tout ce que nous avons eu à voir par la suite. C'est vrai que j'ai envie de rester encore avec vous parce qu'il y a quelques questions quand même. Dites-moi en un mot, est-ce qu'il y a la possibilité qu'il ait reçu des instructions des autorités dans ce sens? Puisqu'il affirme, en fait. Oui, et c'est d'ailleurs... Il parle au nom des autorités. Et c'est d'ailleurs... Et que l'écho, après, pourrait amener les mêmes autorités à le rappeler pour consultation? Alors, là, une fois de plus... Est-ce que c'est une possibilité ou pas? D'abord, je m'en tiens au discours officiel, et si vous le permettez, parce que c'est quand même important de préciser en relation internationale ce que c'est que la demande de pardon ou même la présentation d'excuses. Je veux rester collé à l'actualité et au discours officiel. Vous expliquez déjà la forme et le fond, enfin, oui. Quand est-ce qu'on dit pardon et comment est-ce que ça peut être dit? Oui, vous savez, d'abord, lorsqu'on parle de pardon, ça implique nécessairement une reconnaissance de faute. Lorsque vous dites pardon en relation internationale, ou en général même je suis en relation internationale, ça implique la reconnaissance d'une faute. Et qui dit pardon, donc dit faute, et qui dit faute dit responsabilité engagée. Et qui dit responsabilité engagée dit obligation de réparation. Et donc, c'est pour ça que c'est suffisamment grave, parce que la demande de pardon ou d'excuses entraîne une avalanche de conséquences lourdes pour le pays qui le fait. C'est pour ça que ça m'étonnerait que les autorités béninoises aient donné l'aval à l'ambassadeur pour dire pardon de cette manière-là et après peut-être revenir derrière pour, en tout cas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, pour comprendre ce Vous allez revenir pour continuer de nous expliquer. Rudolf Karl, reconnaissance, pourquoi? Par exemple, on sait les accusations portées contre le Bénin, que le Bénin abriterait une base militaire étrangère pour déstabiliser le Niger, que le Bénin serait de connivence avec la CEDEAO pour attaquer le Niger. Donc, peut-on dire que sans le savoir, l'ambassadeur a reconnu tout cela? Bon, à travers son... quand moi je lis son discours, je pense qu'il ne fait pas forcément allusion aux accusations de connivence avec les terroristes pour déstabiliser le Niger.
vous savez... il a dit qu'il s'est passé des choses. Voilà, pour les choses qui se sont passées. Voilà, je résume un peu sa pensée. Pour les choses qui se sont passées, moi, je veux voir derrière ces déclarations la fermeture de la frontière, premièrement, parce que quand la frontière a été fermée, il y a des biens de première nécessité, même les médicaments qui n'ont pas pu accéder à Niamey. Donc, pour ces choses-là, je le disais, le président Patrice Talon a quand même fait un mea culpa dans la situation avant que les accusations de connivence avec les terroristes ne commencent. Il a fait lors d'un discours officiel en toute solennité. Donc, il y a quand même eu des frictions entre le Bénin et le Niger, notamment concernant la fermeture de la frontière avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Manque de médicaments, manque de première nécessité. Et l'ambassadeur a précisé que cela a eu des impacts même sur les populations à Gaïa. Ici à Gaïa. Ici à Gaïa. Il était à Gaïa. Voilà, ici à Gaïa. Donc on peut l'entendre comme ça. Et puis après, tout dernièrement, il y a le ministre de la Défense du Niger qui dit que des matériels militaires acquis par le Niger, par Niamey, sont toujours bloqués au port de Cotonou. Donc, c'est toujours la conséquence de la fermeture de la frontière. Mais quand on passe tout ça, les Béninois ont quand même compris et ont décidé de laisser tomber, même si ces actions étaient inscrites dans l'appel de la CEDEAO à cesser toute relation avec le Niger. Et dans ce sens, Ghislain disait que c'était une décision communautaire, certes. Le Togo n'a pas appliqué cette décision communautaire. Il y a plein de pays qui n'ont pas appliqué cette décision communautaire. Donc, oui, on peut décider de suivre ce que la CEDEAO a décidé. On peut décider de ne pas suivre aussi. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, j'accuse les autorités béninoises. L'opinion publique ne semblait pas aller dans la même direction que la CEDEAO. Que cette décision communautaire-là. La CEDEAO elle-même qui a dû commencer à un moment donné à mettre de l'eau dans son vin. À mettre beaucoup d'eau dans son vin. Ayant constaté les conséquences, et puis après demander pardon aussi pour les devants que le Bénin a pris en ce qui concerne la décision de l'organisation de remettre par la force le président Bazoum, comment dit-on, au pouvoir. Parce que les Nigériens ont dit, oui, si ça doit se passer comme ça, en tout cas, je ne sais pas, ce qu'on lisait dans l'opinion publique nigérienne, ils disaient, oui, si ça devait se passer comme ça, vous passerez dans du sang, vous passerez sur nos corps. Donc, pour toutes ces actions, ces engagements que le Bénin a pris dans le temps, l'ambassadeur estime que c'est une erreur ou bien ce sont des fautes que son État a commis, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il demande pardon. Il ne parle pas du terrorisme, parce que, jusqu'à preuve du contraire, même moi, béninois, je ne suis pas d'accord qu'on dise que mon pays abrite des terroristes pour aller attaquer le Niger. Non, on ne peut pas demander on ne peut pas demander pardon pour des accusations non fondées. Est-ce qu'il y a une récupération, Michel Olivier Descampos craignait cela tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait y avoir une récupération du côté du Niger, une récupération politique? C'est du pain béni pour les Nigériens. C'est du pain béni que cet ambassadeur demande pardon. Ça veut dire quelque part, finalement, ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Et les Nigériens peuvent même aller au-delà et dire que oui, même l'ambassadeur a reconnu que toutes nos accusations sont vraies, donc pour cela, il demande pardon. C'est là qu'il y a l'ambiguïté dans son discours. Parce que moi, je pense, à mon âme et conscience, qu'il a demandé pardon pour la décision du Bénin d'aller attaquer le Niger, de remettre Bazoum, pour la fermeture de la frontière, mais jamais il n'aurait demandé pardon pour ces accusations de connivence avec les terroristes. Mais les Nigériens, eux, peuvent dire que oui, l'ambassadeur reconnaît toutes ces accusations-là, que ce que nous disons est vrai, qu'ils abritent des bases terroristes. Oui, c'est ça, c'est là la gravité de sa déclaration. Maintenant, est-ce qu'il lui faut se rattraper, faire une séance d'explication, de test pour qu'on comprenne mieux le fond de ces idées? Je pense qu'il le faut, parce que là, maintenant, les Nigériens, franchement, ils ont attrapé le bon bout maintenant pour enfoncer davantage le Bénin. Ils s'en délectent. Ça pourrait... Je vous disais, moi j'ai fait un petit tour de la presse nigérienne, et puis les confrères là-bas estiment que oui, cet ambassadeur, tout ce qu'il a dit n'est que vérité. Maintenant, si on le sanctionne, ça veut dire que les autorités béninoises sont de mauvaise foi et ne veulent pas reconnaître leur tort. Voyez un peu où ça peut nous emmener. Alors, vous avez noté une ambiguïté dans son discours, ambiguïté ou méconnaissance du poids des mots
en diplomatie. Alors, Ghislain Guédégbé, avez-vous l'impression que votre camarade, puisqu'il est du même parti politique que vous, a été sacrifié et est nommé dans une galère qu'il dépasse? Merci pour la question, parce que ça me permet de rebondir sur ce que disait M. Decampos tout à l'heure. Bon, moi, je n'aurais pas aimé. Vous savez, il a été nommé dans un contexte. Il n'est pas... Contexte de paix, contexte de paix, d'amitié. De relations normales. Je ne voudrais pas remettre en cause ce qu'il dit. Il devrait nous l'enseigner. Je le prends ainsi. Mais après, est-ce qu'on devrait réévaluer son profil et dire maintenant, est-ce qu'il est diplomate, est-ce qu'il est capable d'utiliser les mots qu'il faut quand il serait en place et de dire maintenant, non, comme il y a une crise, il ne faut plus que ça soit lui. J'ai semblé tirer ça des explications de c'est possible. Il aurait pu être envoyé ailleurs. Enfin, non, le ailleurs, celui qu'il a nommé, même en contexte, dans un contexte de paix, oui, j'ai été clair, hein, je ne veux pas remettre en cause, mais à mon avis, on peut même avoir fait cette évaluation et estimer qu'il devrait être capable. Voyez un peu. Et qu'il est parti, ça peut nous arriver, les diplomates, ils y tiennent. Les mots ont un sens. Et dans d'autres contextes, le débat se mène au Bénin, ailleurs. Et vous savez, les diplomates, je ne dis pas lui, généralement, les quelques amis que j'ai eus dans le métier, ils profitent toujours pour vous faire payer. Vous n'êtes pas diplomate et vous vous engagez dans des postes qui vous dépassent. Je ne dis pas que c'est son intention, mais je ne voudrais pas que la chose soit vue ainsi. L'idée, c'est quoi? En termes de sentiments, je n'aurais pas voulu être à sa place. J'ai eu la chance de l'avoir écouté directement ou quelques minutes après, j'ai tiqué. Quand j'ai fini de tiquer, j'étais dans une discussion avec des amis qui ont relativisé, non, il peut se permettre, non, il ne peut pas se permettre. Et après, quand on l'a rappelé, je leur ai dit, mais vous m'avez suivi un peu, c'est tiré, c'est tiré. Après, par rapport à Karl, bon, moi, je n'aurais pas aimé que mon pays soit ce mauvais élève-là qui décide de ne pas appliquer les décisions communautaires. Peut-être qu'une fois encore, le diplomate va nous doit des explications là-dessus. Mais je n'aimerais pas. Le Togo, j'estime que... Le Bénin a toujours refusé d'appliquer. Bon, je le dis toujours. Récemment, le Bénin a rejeté plein de décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Ça, c'est pas une information. Non. La Cour de justice est une institution de la CEDEAO. Oui. Est-ce qu'on choisit les décisions qu'on va appliquer? Non, je maintiens le cap. Hein. J'estime que... C'est le slogan de votre parti politique. Oh, soit. Le Bénin n'a pas à se déroger d'une décision communautaire. Je ne dis pas que le Bénin n'a jamais dérogé. Je dis, plus on respecte les décisions communes, plus à l'intérieur on discute, on trouve un consensus, mieux c'est, il y va de la discipline de groupe, encore à ce niveau-là. Mais après, moi, la question que je me pose, nous sommes tous à la recherche de l'information. Est-ce qu'il a été reçu? Quelle est la conséquence? Ne vous étonnez pas de ne jamais avoir cette réponse, de ne jamais, en tout cas pas de sitôt, avoir l'information sur le retour ou non du diplomate. Permettez à nos autorités de gérer ces choses-là. Nous sommes en difficulté de gérer ces choses-là dans la discrétion qu'il faut. Ne demandez pas au ministre de désavouer publiquement, de venir à la télé, de venir dire que monsieur l'ambassadeur a commis une impaire. Non, moi je lis le résultat sous deux formes. Soit c'est cette forme où on n'a pas de retour, soit, et c'est tout le mal que je lui souhaite, c'est un peu comme, quand je résume l'explication du diplomate, c'est une forme de demande d'explication. Après, quand tu finis de t'expliquer, il y a encore d'autres décisions. Absolument. Qui peuvent Alors venir. vous dites, oui, les autorités doivent gérer tout cela dans la discrétion. Le timing, c'est à eux de choisir. Vous demandez en fait la patience. Et là, je remets le spécialiste en relations internationales, Ansel, dans un cas de figure pareil où vous êtes rappelé pour consultation, quelles sont
les conséquences possibles et dans quel timing ça se fait? Bon, le timing, ça dépend plus ou moins des autorités voilà, du pays. C'est parce que, vous savez, la gestion de ces questions, quelque chose qui prend beaucoup de temps, déjà depuis la nomination. Parce que lorsque vous voulez nommer un ambassadeur, vous envoyez le nom de la personne que vous voulez envoyer et nommer à l'État où vous prévoyez de le nommer. Et c'est l'État qui vous donne l'accord pour que cette personne-là soit effectivement nommée. Donc, on ne nomme pas qui on veut dans un État. Une fois que c'est... Donc, il y a tout un processus qui est mené par rapport à cela. Et de la même manière, lorsque vous voulez révoquer cette personne-là ou, comme ce qu'on dit en diplomatie, rappeler cette personne-là de son poste, il y a également une procédure qui est suivie. Donc, tout va dépendre des autorités béninoises, de l'appréciation que les autorités béninoises vont faire donc, de cette affaire de la consultation qui sera menée. Juste à ce niveau, cela voudrait dire que les autorités béninoises ont dû informer celles nigériennes avant de rappeler notre ambassadeur? Oui, en effet, le rappel d'ambassadeur, oui, dans la procédure, c'est des questions administratives. Le rappel d'ambassadeur est forcément notifié à l'État accréditaire pour lui notifier qu'on est en train de rappeler notre ambassadeur pour consultation. Ça, c'est des choses qui se font dans le cadre diplomatique, dans la courtoisie diplomatique. Et la raison est précisée? Pour consultation. Pour consultation. Sans non conforme à l'autre. Pour consultation. Enfin, nous sommes en diplomatie, il faut peser les mots. Pour consultation, simplement. On n'est pas tenu de donner les raisons dans le détail de ce pourquoi on appelle notre diplomate pour consultation. Ça peut être pour toute question. Comme je l'ai dit à l'entame, ça peut être pour le fait même de quelque chose qui se passe dans le pays. Donc, ce n'est pas forcément une demande d'explication à la personne. C'est parce que dans le cas d'espèce, c'est l'ambassadeur qui est visé directement. Sinon, ça peut être une consultation pour toute autre chose. Et le pays, ou même une consultation. Peut-il refuser d'envoyer le diplomate? Non, parce que le diplomate est libre de sans pression et libre de ses mouvements et donc on ne saurait l'empêcher de rejoindre d'ailleurs son pays. Très bien. Donc sur la question justement, quelles peuvent être les conséquences? La deuxième partie de ma question. Vous savez, la question, je voudrais quand même un peu revenir un peu en arrière pour expliquer. J'espère que je ne vous lance pas trop de patates chaudes. Non, pas du tout. Je comprends que vous pesez les mots beaucoup plus aujourd'hui. Beaucoup plus aujourd'hui. pour comprendre en fait le contexte dans lequel nous nous trouvons. On est en diplomatie. Généralement, on dit la diplomatie, c'est l'art de la négociation, l'art du compromis, mais plus spécifiquement, c'est l'ensemble des moyens et des activités spécifiques qu'un État consacre au service de sa politique étrangère. Et qui dit politique étrangère dit la politique conduite par l'État sur la scène internationale dans ses relations avec les autres États. Et donc, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent dans ce cas de figure, c'est que lorsqu'on dit politique étrangère dans notre pays au Bénin, c'est le chef de l'État, le président de la République, qui est le garant. C'est lui qui définit la politique étrangère du Bénin. Et je voudrais mettre l'accent sur cela. Pourquoi? Parce qu'il y a cet élément-là qu'on appelle l'idiosyncrasie. L'idiosyncrasie qui est la manière d'être particulière à un individu et qui va expliquer comment est-ce qu'il va réagir dans telle situation, dans tel contexte, face à tel événement qui est propre à lui. Donc, il a une manière d'agir. Et quand on prend notre chef d'État, qui est le chef de notre diplomatie, le chef de la politique étrangère du Bénin, on connaît un peu la nature de l'homme. C'est un homme fier, donc son idiosyncrasie, c'est la fierté, c'est la suffisance. Je le dis sans pour autant vouloir être péjoratif, mais c'est pour dire que c'est un trait qui le caractérise. Lorsque vous observez un peu les gouvernements successifs, le gouvernement du président Yahya Boni, par exemple, où on était habitué justement aux demandes de pardon tous azimuts, et lorsqu'il y avait une situation, rappelez-vous le nombre de fois où on a eu des difficultés avec le Nigeria sur les fermetures des frontières unilatérales et la manière dont le Bénin avait géré ça à l'époque. Et vous voyez un peu la manière dont le Bénin gère aujourd'hui ces difficultés en griffe avec le Nigeria, où on a adopté une politique de fermeté qu'on peut critiquer, mais là n'est pas le débat. C'est pour dire donc que l'idiosyncrasie... C'est du passé aussi. C'est du passé. Donc c'est pour dire en fait que... où il y a eu cette fermeture, et cette fermeté, j'allais dire, du côté du Bénin. Et alors les choses se sont normalisées avec l'arrivée de M. Tinubu. Voilà, exactement. Là encore, idiosyncrasie
de la part donc du nouveau dirigeant Ahmed Tinubu au Nigeria, parce que c'est quelqu'un qui, dans son passé, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a connu des situations et qui a même vécu au Bénin, c'est lorsqu'il avait dû fuir la dictature au Nigeria. Donc il y a ces paramètres-là qu'il faut intégrer dans l'appréciation, dans l'approche du comportement de nos dirigeants. Et manifestement, j'ai comme l'impression que l'ambassadeur Agonkan n'a pas suffisamment tenu compte de cet aspect-là. C'est vrai, Monsieur Karl l'a dit, le président de la République, à une certaine occasion, à demi-mot, fait son mea culpa. Mais c'est intéressant d'observer, mais à aucun moment dans l'histoire, en tout cas dans le cours du mandat du président de la République, Patrice Talon, vous n'avez entendu dire le mot pardon, des excuses. Il n'a jamais baissé la tête en griffe. Et donc, c'est pour dire qu'en tant qu'ambassadeur de ce monsieur-là, à l'étranger, vous devez pouvoir tenir la ligne officielle et faire les choses de telle manière. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il a agi d'une manière qui est contraire au discours. La démonstration ne doit pas rassurer l'ambassadeur Agonkan. Non, il ne s'agit pas. Il s'agit pas de rassurer, mais il s'agit plutôt d'expliquer un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons et les conséquences, parce que j'ai terminé tout à l'heure en évoquant les conséquences qu'une telle démarche peut avoir sur le Bénin. Vous savez, ça peut paraître anodin, mais en droit international, le fait de demander pardon vous implique des conséquences juridiques. On peut vous attaquer devant les tribunaux internationaux pour ce fait-là. Avec les propos de l'ambassadeur? Rien qu'avec les propos de l'ambassadeur. Ça peut susciter des procédures. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont mortes, qui ont souffert de cette crise-là qu'il y a eu entre la CEDEAO, je ne dis pas entre le Bénin et le Niger, mais entre la CEDEAO et le Niger. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées et il fait bien de le rappeler. Des choses graves se sont passées du fait donc de la décision prise par le Bénin, que je qualifie personnellement de stratégiquement inopportune et de maladroitement zélée. Parce qu'en relations internationales, on a des référentiels. Stratégiquement, à l'époque, prendre une telle décision, comme l'a dit M. Karl, prendre une telle décision de suivre l'organisation sous-régionale dans le contexte, vous savez, en diplomatie, en relations internationales, il faut faire très attention au contexte dans lequel nous nous trouvons. Il faut faire attention au passé, à l'histoire, pour pouvoir agir plus efficacement sur le présent et mieux prévenir l'avenir. Et donc, on a comme l'impression qu'à un moment donné, on a pris des décisions qui n'étaient pas forcément stratégiquement pertinentes pour notre pays. On a fait montre d'un zèle, j'estime, qui était au-delà de ce qu'on devrait faire en voulant forcément suivre la CEDEAO. C'est bien, on a reconnu nos torts par rapport à ça. Le président l'a expliqué, il a dit lui-même qu'on est allé trop loin par rapport à certaines choses. Donc, ça, c'est la ligne officielle du Bénin. Mais ça ne veut pas dire que ça n'équivaut pas à un pardon ni à une excuse. Et je voudrais quand même, peut-être, si vous permettez, donner quand même un certain nombre d'exemples sur le plan international. On va y aller rapidement. Voilà, on pourra revenir sur ces exemples au besoin. Pour expliquer, je reviens là-dessus, pour expliquer pourquoi est-ce que les États, sur le plan international, pour des raisons de souveraineté, de responsabilité historique et de politique, d'image politique, se gardent bien de prononcer ce genre de mots-là, surtout dans des contextes donnés et en plus en temps de crise, parce que qu'on le veuille ou pas, avec le Niger, nous sommes dans un processus de normalisation, nous sommes dans un processus de règlement d'un certain nombre de difficultés que nous avons eu du fait donc du coup d'État qui est arrivé. Donc c'est tout ceci qui fait que j'avais émis l'interrogation s'il n'aurait pas fallu choisir quelqu'un qui pourrait, dans ce contexte-là, parce qu'on n'est pas tous bons, on n'a pas tous les aptitudes qu'il faut dans tel ou tel contexte, il aurait peut-être fallu réévaluer la situation pour mettre à la tête de cette ambassade-là une personne qui sache la gravité de la situation et qui fasse plus attention. Et je finirai là-dessus. La question que je me pose pour terminer, c'est comment est-ce qu'on a pu, parce que là aussi c'est une question qu'il faut se poser, on a un ambassadeur qui est en train de faire un discours, et je le dis encore une fois, en diplomatie, on ne parle pas spontanément. Vous verrez très peu de diplomates parler spontanément. Le diplomate parle toujours avec un discours qui est préparé d'avance, surtout pour une occasion pareille, on prépare toujours son discours. On ne vient pas faire de l'improvisation, parce que l'improvisation vous emmène plus sûrement
à commettre des erreurs. Parce que c'est quand même, parce que tout ce que vous dites sera peut-être retenu contre vous. Un peu comme les policiers le disent lorsqu'on vous arrête. Vous pouvez être emporté par la chaleur qui vous entoure, qui vous entoure et dire des choses. Donc c'est pour ça que les diplomates prennent soin de toujours rédiger un discours. Alors oui, allez-y. Justement, je me demande. Vous revenez, faut revenir. Je me demande quelle est l'équipe sur ce sujet. Comment est-ce qu'on a pu laisser l'ambassadeur? Est-ce qu'il a une équipe? Même si vous avez un ambassadeur qui n'est pas diplomate de formation, quelle est l'équipe qui est avec lui et qui n'aurait pas pu lui dire à monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas dire ça. Donc il faut quand même que nous questionnons ce genre de choses. Si vous permettez, je voudrais rapidement réagir par là où il a terminé tout à l'heure. Oui. Moi, la première question que je me suis posée, j'ai même essayé de recouper pour voir comment est constituée notre représentation diplomatique au Niger. Est-ce qu'il y a des chargés d'affaires comme il le faut? Parce que pour moi, dans une telle cérémonie qui est, à mon avis, une cérémonie de bas niveau, une école privée qui vous invite, moi, en tant qu'ambassadeur représentant un pays, je n'irai pas. J'enverrai au mieux un chargé d'affaires qui me représenterait. Si c'est un cadre de l'ambassade qui est allé dire ça, on aurait pu le sauter facilement comme un fusible. Mais quand c'est l'ambassadeur lui-même, ça représente tout le pays. Donc je me suis demandé, est-ce que cet ambassadeur a autour de lui un cabinet qui le conseille? J'ai appelé des gens au Niger que je connais. Vous avez appelé des gens au Niger? Oui, au Niger que je connais pour savoir comment c'est constitué. Les Béninois résidant là-bas, eux-mêmes n'ont pas pu vraiment me renseigner, mais je pense que cette représentation diplomatique, à moins que je me trompe, n'est pas suffisamment étoffée comme il le faut. Sinon, oui, comme il a dit, moi je suis surpris que cet ambassadeur soit en train d'improviser. Encore chez nous autres journalistes, on dit l'improvisation, la meilleure improvisation est celle qui est écrite. Absolument. Donc, chez lui, il n'y a rien, il n'y a aucun papier, donc il s'est laissé, il a glissé simplement, et ça nous a amené là où nous sommes maintenant. Maintenant, le débat où on dit, oui, il faut un diplomate pour des zones, dans ces zones de crise, oui, s'il y avait une équipe autour de lui, on aurait pu le conseiller. L'ambassadeur du Niger qui est envoyé au Bénin ici n'est pas un diplomate, c'est un magistrat. Et bon, le Bénin avec le Niger... Et les cas sont légion. Oui, les cas sont légion. On a vu des ambassadeurs qui sont des généraux, tout et tout. Moi, je pense qu'un acteur politique a le profil. Parce que c'est un poste politique avant tout, un poste d'ambassadeur. Chez les Occidentaux, ce n'est pas seulement des diplomates qui sont des ambassadeurs. Le débat là, à mon niveau, je ne le comprends pas trop. Il faut quelqu'un qui sache vraiment apprécier les contextes et les situations. C'est exactement ce que je voulais mettre en exergue. Oui. Et il ne faut pas forcément être un diplomate pour... Quelqu'un qui comprend les enjeux. Voilà. L'ambassadeur du Bénin ne comprend pas les enjeux. Je pose juste la question comme ça. Vous avez le sentiment qu'il ne comprend pas les enjeux? Non, bon, sur ce coup-là, peut-être comprend-il les enjeux, mais sur ce coup-là, il s'est fourvoyé. Il serait préféré qu'on parle de ce coup. Absolument, sur ce coup-là, il s'est fourvoyé. Parce que ce monsieur, je voudrais vraiment donner acte du fait que on ne montre pas tout à la télé, mais il passe partout. Nous avons eu l'information, on l'a vu, il est allé rencontrer avec les autorités du Niger, à savoir le président de la République ou le président du Conseil supérieur je ne sais pas garder... Le CNSP. Le CNSP. Vous voyez, c'est tellement difficile que quand le spécialiste a fini de parler, je disais, je n'étais pas trop audible parce que je n'avais pas la parole, que le réquisitoire semble être en train d'être dessiné. Vous voyez? Moi, je plaide, et c'est ma position, je comprendrai. Mais après, c'est très difficile. C'est très difficile. Si le Bénin ne prend pas acte de ce qui s'est fait ou n'est pas d'accord et veut remplacer ce diplomate-là, aujourd'hui, à le prochain aura plus de peine, davantage de peine. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vous comprend, qui nous comprend et qui dit ce qui est. Maintenant, vous envoyez quelqu'un pour nous dire le contraire, comme disait Karl. Ça va être compliqué. Du coup, le spécialiste a fait le réquisitoire. Je disais, mais moi, je ne voudrais pas prendre le risque là de vous dire ce qui va advenir. Alors, juste, vous allez reprendre la parole. Je veux comprendre.
Lorsqu'un pays décide d'envoyer un ambassadeur, c'est vrai qu'il informe le pays hôte, c'est bien cela, le pays d'accueil, le pays de la représentation. Est-ce que ce pays peut refuser? Ce pays peut refuser cet ambassadeur. Il faut valider la nomination. La nomination. Ce pays peut refuser. Très bien. Allez-y. Vous voulez me dire qu'ils vont refuser le prochain? Allez-y d'abord. Allez-y, monsieur Guédégué. Non, je vais comprendre. Vous avez démontré que voilà, le Niger qui prendrait donc cet ambassadeur comme un des siens, justement. Qui fait le job. Qui fait le job. Et qui pourrait refuser un autre ambassadeur, en fait. Quand a parlé de pain béni, la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est du pain béni pour le Niger. Et le Bénin aura fort à faire pour qu'il lâche cette position. Mais après, toutes les analyses que nous menons ici, vous me direz peut-être que ce n'est pas le nœud de notre sujet. On oublie que c'est des gens qui ont fait un coup d'État, qui ne veulent pas du tout baisser la garde, qui ne veulent pas du tout baisser de profil. Ils ont gagné certains, pas la guerre, ils ont gagné certains combats. Parce que même la CEDEAO, vous l'avez rappelé, est revenue sur sa position et a voulu privilégier la négociation. Ils sont dans une aventure avec d'autres pays où ils ont créé leur assemblée ou bien leur regroupement. Alliance des États du Sahel. Je pense que toute analyse faite hors de ce contexte-là ne va pas aboutir à des conclusions, à mon avis, très fines. Parce que ces gens qui sont à l'aise aujourd'hui, si le Bénin n'est pas en bon terme avec eux, est-ce que j'ai le sentiment que c'est même cultivé. Et toute voix qui est en harmonie avec cette position, leur position, c'est une voix, c'est du pain béni. Après, c'est une voix autorisée qu'on accueille à bras ouverts. Après, on se demande... Bon, le diplomate va me reprocher de parler au nom du peuple nigérien. Quand est-ce qu'ils vont s'en sortir? Quand est-ce qu'ils vont avoir des autorités entre griffes légitimes? Voyez, je ne veux pas délégitimer et Tiani et son gouvernement. Ça va être difficile. Mais vis-à-vis conseil de ne pas emprunter cette direction. Mais après, est-ce que le Niger et son peuple n'ont pas plus de problèmes que nous dans cette affaire-là? En tout cas, je pense que ça, c'est l'affaire des Nigériens. Parlons de ceux qui nous regardent. Et moi, je pense que cet ambassadeur, je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, parce que notre président a dit que parfois le pardon peut être une faute. Ça, il a oublié. Donc, et après... Le spécialiste des relations internationales a fait le portrait... Non, de ce qui peut... La personnalité, personnalité du chef de l'État. Oui, ce qui j'aurais voulu en parler avant que le collègue n'intervienne. Qu'il ne m'en veuille pas. Mais j'ai toujours lu ce discours-là où, quand vous n'êtes pas diplomate et que vous êtes en poste, parce que légitimement, je pense, les diplomates pensent que, bon, écoute... On ne va pas l'occulter, il y a cette querelle. Ce job-là leur revient en premier. Mais il a quand même précisé. Il a été très franc. Voilà. La moindre erreur est fatale pour un non-diplomate dans un contexte comme ça. À sa décharge, on peut dire qu'il a un griffe péché de bonne foi. L'ambassadeur, il est totalement à la recherche d'une certaine décrispation. C'est ça surtout, à mon avis. C'est quelqu'un qui avait vraiment l'envie de bien faire. On ne peut pas le lui reprocher. Prendre de tels risques, même si c'est une grave erreur ou même une faute, c'est vraiment ça sent quelqu'un qui est essoufflé, qui cherche toutes les portes de sortie pour lui sont possibles. Écoutez, si par l'entremise de l'ambassadeur à Cancan, les Nigériens arrivaient à ouvrir la frontière, pour lui, c'est un triomphe. Et c'est une victoire absolue pour lui. Ce serait à son actif. Ce serait à son actif. Bon, il a joué, il a perdu. Est-ce qu'il a perdu? C'est vrai, il y a un rappel pour consultation. Moi, je dis, moi, à la place des autorités, le sujet est très sensible. Est-ce que nos autorités étaient tenues de le rappeler tel que ça a été fait? Est-ce qu'on n'aurait pas laissé le vent souffler 3 mois, 6 mois, et puis si on avait l'intention de le censurer, on le fait. Parce que la façon dont ça... de l'autre volet
des questions que je voudrais vous poser, les impacts. Mais avant, j'aimerais quand même que vous me disiez un mot sur... vous avez sorti une expression que je récupère tout de suite, audible. Qu'est-ce qui fait que les responsables du parti, donc l'UP Le Renouveau, ne sont pas audibles sur ce dossier-là? C'est quand même un des vôtres, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi ce silence? Je pèse un peu mes mots, hein. Ah oui. Le diplomate me l'a recommandé. Laissez les opposants se jeter sur cette affaire-là. Si bon leur semble, comme ils se jettent souvent sur tout. Mais après, à raison, non, là où ce n'est pas à raison, pour moi, on en discute ici. Mais regardez, même entre nous, on suppose, d'accord, on pose des pieds sur des œufs. Voyez-vous, laissez la République gérer cette affaire. Laissez le ministre des Affaires étrangères, laissez le président de la République conclure cette affaire. Absolument, ce sont ces personnalités qui gèrent. Voilà, j'estime que nous sommes en difficulté. Vous voulez que l'UPR prenne la parole aujourd'hui pour aller au secours de M. Nkonkan ou bien pour aller au secours du Niger? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles il vaut mieux pour un parti. L'UPR est un parti nouveau. L'UPR travaille à s'implanter sur toute l'étendue du territoire national, à dominer l'échiquier politique. On a fait ça, c'est du domaine du chef de l'État. Sur le point électoral, c'est le premier parti en termes de d'élus au plan national. C'est en rappelant cette jeunesse de l'UP Le Renouveau, malgré je la voudrais jeunesse, vous quand même spécifier que quand on a ce poids politique, oui, on peut aussi... Non, on est prudent et on ne parle pas à tout moment. Quand on a ce poids politique. Ça peut être l'inverse aussi. Je vous le concède. Bon, voilà, de toutes les façons, le débat reste ouvert. Je voudrais qu'on évolue. L'UPR aurait fait son choix. Alors, est-ce que ce choix va lui profiter ou pas au plan politique? Nous, on ne profite en tant que journaliste, en tant qu'observateur, on pourra justement voir comment est-ce que l'opinion publique va prendre tout cela et comment est-ce que ça peut être ou pas un gain électoral. Nous sommes dans la perspective des élections générales de 2026, il ne faut pas l'occulter. Alors, justement, nous parlons de processus de normalisation des relations entre le Niger et le Bénin en cours avec cette sortie, avec ces propos. Est-ce que ça peut porter entorse à ce processus de normalisation des relations? C'est ma prochaine question. Quels peuvent être les impacts justement suite à ces propos et suite aux décisions que n'ont peut-être pas encore pris les autorités, mais qu'elles seront appelées à prendre? Peut-être commence par vous, Rudolph. Ok, quelles peuvent être les conséquences? Bon, moi je pense les autorités peuvent écouter l'ambassadeur et ne rien dire, laisser la situation pourrie. On l'a déjà vu dans ce pays, quand c'est trop difficile, on ne réagit pas très vite. Laisser la situation pourrie, ou la situation évoluer. L'ambassadeur peut ne pas retourner en poste. Parfois, il y a des ambassadeurs qu'on rappelle et bon, ils rentrent, ils peuvent faire 6 mois, 1 an au pays. Tant que la situation n'est pas arrangée dans le pays d'accueil, ils ne repartent pas. C'est une possibilité. Les autorités peuvent opter pour cela. Parce que si on le révoque, je ne sais pas c'est quoi les thèmes diplomatiques, est-ce qu'on dit révoquer? Si on doit le remplacer, on le limoge, on le révoque. Si on doit le remplacer, par exemple, on parle de quoi? On le rappelle et on le remplace par un nouveau. Voilà. Alors, sans dire limogé. Sans dire limogé. Alors, si on le remplace, mettons les choses comme ça, si on le remplaçait et qu'on envoyait un autre, je pense que ça sera très mal perçu par les autorités béninoises, par les autorités nigériennes. Qui pourraient aussi rappeler leur ambassadeur pour consultation? Moi, je ne pense pas, à mon avis. Parce que, nous sommes en train d'analyser les impacts. Oui, je ne pense pas. Parce que cette histoire, c'est une affaire plutôt béninoise, premièrement. Parce que c'est un ambassadeur qui a parlé et l'ambassadeur il est béninois et ça dessert les autorités béninoises. Donc, c'est à nous de gérer nos problèmes d'abord. Je ne vois pas les autorités nigériennes s'en mêler tout de suite au-delà de ce qui est fait sur les réseaux sociaux, la récupération à laquelle nous assistons. Est-ce que au niveau étatique, dépendrait de la position des autorités béninoises, de la façon dont cette affaire sera gérée?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je suis un peu gêné, je voudrais profiter de l'occasion déjà pour rassurer M. Guédégbé qu'en fait, je ne suis pas dans la posture de condamner ou de dresser un réquisitoire de l'ambassadeur algonquin, je suis plutôt dans la posture de technicien qui met les faits sur la table. Parce que je ne doute pas de sa bonne foi, je ne doute pas du fait qu'il ait voulu bien faire. Ce que j'analyse, sont les conséquences de l'acte qu'il a posé et les implications, les impacts que cela peut avoir sur le processus de normalisation des relations dans lequel nous nous inscrivons, dans lequel le Bénin s'inscrit. Et pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, justement, il met davantage en difficulté le Bénin sur ce coup-là. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne fait que parler de cette affaire-là et la décision qui sera prise par les autorités béninoises face à suite à ce rappel pour consultation, va indiquer le chemin que nous allons prendre dans les semaines, dans les mois à venir vis-à-vis de nos rapports avec le Niger. Parce que c'est vrai qu'on suppute aujourd'hui, on essaie d'imaginer les différents scénarios, mais si vous avez par exemple un cas de figure où le Bénin décide de rappeler son ambassadeur et de vouloir en nommer un autre, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut pas présager quelle sera la réaction du côté du Niger, puisque justement, on a déjà expliqué les enjeux aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un ambassadeur on voit en fait les cas de figure possibles. Oui, tout à fait. Vous avez déjà, puisque on l'a déjà rappelé, l'ambassadeur qui a demandé pardon. Et vous le rappelez parce qu'il a demandé pardon. En fait, c'est comme ça que ce sera perçu. Et en relation internationale, la perception est quelque chose de fondamental. Et c'est parce qu'on n'a pas suffisamment mis l'accent sur la dimension perception. Là, au plan diplomatique. Aujourd'hui, on marche carrément, je dirais même qu'on est déjà en train de casser les œufs. Parce que tout va dépendre aujourd'hui du comportement des autorités béninoises, comment est-ce qu'elles réagiront face à cette situation-là. Et on verra après ce que le Niger va faire par rapport à lui-même, puisqu'il y a un ambassadeur qui vient fraîchement de prendre fonction également au Bénin. Quelles seront les relations avec le Niger après donc tout cet épisode-là? C'est assez compliqué, c'est assez complexe, et c'est pour cela que je mettais l'accent sur le fait qu'en diplomatie, vous savez, le métier de diplomate, c'est un métier très difficile, compliqué, qui s'apprend. Et lorsqu'on n'est pas un professionnel du métier, on s'associe ou on se fait aider par des personnes qui connaissent le métier. Parce que vous dites une phrase, vous dites un mot, vous dites quelque chose dans un contexte donné, et tout de suite, vous mettez le feu à votre pays ou vous mettez le feu à une situation donnée. Quand vous dites on se fait bien entourer, est-ce que cela revient à l'ambassadeur ou au pays de bien entourer son ambassadeur? Bien, non, ça, c'est la responsabilité du département des affaires étrangères de faire en sorte que l'ambassadeur qui est en poste dispose. Vous savez, et je profite pour le dire également, je ne suis pas partisan de ceux-là qui estiment qu'il faut forcément un diplomate de formation pour être ambassadeur. Non, je le dis toujours à mes étudiants, le meilleur ambassadeur peut être un commerçant, peut-être quelqu'un de profession libérale. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gens qui mesurent et qui ont des aptitudes données à pouvoir faire face à des situations données. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays pour accomplir une mission précise. Lorsqu'on nomme un ambassadeur, on lui donne une feuille de route, on lui dit voilà ce pourquoi on te nomme et voici les missions que tu auras à accomplir. Et donc, on prend quelqu'un qui a les capacités, qui a le background pour pouvoir être en mesure d'accomplir sa tâche. Et donc, on peut prendre qui on veut, mais il faut s'assurer au moins que dans des situations données, on prenne soin de prendre des personnes qui, je le dis encore, qui maîtrisent suffisamment les enjeux. Pas qui ne maîtrisent pas les enjeux de sa position, mais qui maîtrisent le poids des mots et qui savent que dans des situations données, il vaut mieux s'abstenir de dire certaines choses plutôt que de parler. C'est de cela qui... Justement. Oui, mais le choix qui a été fait. Dans le contexte actuel, nous sommes face à une situation, puisqu'on est en train de débattre d'un sujet, puisqu'on a un ambassadeur qui est dans un contexte donné avec tout ce qu'on sait de la crise entre le Bénin et le Niger, qui va dans une déclaration demander pardon au nom du peuple béninois et au nom des autorités béninoises. C'est de cela que je suis en train de parler. Il ne s'agit pas de discussion privée entre amis. C'est un avis technique que vous donnez là. Je voulais justement cela avant de relancer si vous permettez, Rudolf Karl sur son élan. Si vous permettez,
c'est d'autant plus vrai que observez un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Récemment, vous avez le président Donald Trump qui a publiquement dit qu'il avait pour ambition de faire de la bande de Gaza une sorte de Côte d'Azur. Et vous avez automatiquement les ambassadeurs des différents pays, les ambassadeurs américains des différents pays où ils sont accrédités, qui demandent des explications. Et là, vous avez le ministre des Affaires et le secrétaire d'État américain qui revient à la charge pour temporiser, pour essayer de dire non, il n'a pas voulu dire ça comme ça, c'est ce qu'il voulait dire, c'est parce qu'on connaît tous le personnage. On comprend qu'il n'est pas ambassadeur de carrière. Justement, et donc c'est le rôle de l'ambassadeur en fait. Le rôle de l'ambassadeur, c'est de venir temporiser, de venir sauver des situations, mais il n'a pas pour vocation, il n'a pas pour mission de mettre de l'huile sur le feu. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités, je ne sais pas si c'est diplomatique, je vais dire, qui pourraient surfer sur ces propos, qui pourraient expliquer que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, etc., pour ce qui nous concerne en réalité. Est-ce qu'il y a une voie de sortie en fait? Malheureusement, est-ce que c'est un œuf qui est tombé et puis c'est malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure M. Kahl, ça aurait été un cadre de l'ambassade qui aurait tenu ce propos, que l'ambassadeur pourrait venir dire que non, c'est pas vraiment ça, ou ça aurait été le ministre des Affaires le président, pardon, qui aurait dit ça et que l'ambassadeur. Mais le fait que ce soit l'ambassadeur lui-même qui tienne ce propos met davantage le focus sur la personnalité et tente à faire croire que ce sont les positions du Bénin. Ce que le Bénin aujourd'hui semble vouloir contredire. C'est là justement le débat auquel nous sommes pas assistés. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères ne peut-il pas sortir pour réaffirmer la position officielle du Bénin dans cette affaire? Parce qu'après tout, c'est son supérieur hiérarchique. Au plan diplomatique. Justement. Et c'est ça ce qu'on aurait voulu voir depuis que tout ceci a commencé, que le ministre des Affaires étrangères, effectivement, montre au créneau pour réaffirmer la position du Bénin, pour qu'on sache clairement si l'ambassadeur a agi en tenant compte de la ligne officielle ou s'il a agi de son propre chef. Nous avons cette information. Si le ministre oui, les autorités l'ont dit. Voilà. Peut-être qu'il faut faire davantage, mais on dit que les propos de l'ambassadeur ne sont pas conformes à la ligne officielle. Ce qui fait donc que les autorités, ce qui constitue donc un désaveu de la part des autorités des propos de l'ambassadeur. Et quand vous êtes des autorités d'un pays et que vous désavouez les propos de votre ambassadeur, la conclusion est plus ou moins déjà tirée. Je ne dis pas que ça implique forcément qu'on le rappelle, mais il y a de fortes chances que son maintien en poste soit problématique. Le Bénin peut décider, compte tenu des enjeux, des conséquences que son rappel peut entraîner. Rappel ou son maintien a quand même des conséquences dans la normalisation des relations avec le Niger. C'est pour cela que nous disons, et vous le dites, que là, il faut y aller avec tact. Oui, bon, moi je pense que tout le discours qu'on fait ici, est-ce que nos voisins nigériens veulent vraiment normaliser les relations avec le Bénin? C'est ma position. La question fondamentale, elle est là. Est-ce que eux, ils veulent vraiment normaliser les relations avec le Bénin? Oui, nous on fera ce qu'il faut pour sauver les meubles. Mais de leur côté, est-ce qu'ils sont prêts pour relancer les relations avec nous? Et je pense que c'est non. Quand on voit les dernières sorties qu'il y a eu d'abord le président Tchani, il me semble le ministre des Affaires étrangères du Niger est sorti pour appuyer. Le ministre de la Défense est venu enfoncer le clou tout dernièrement, même avant le discours de l'ambassadeur. Et il y a une solidarité entre les États de l'Alliance. De l'Alliance du Sahel. Donc, ils ne sont pas dans la logique de relancer tout de suite les relations avec le Bénin, parce que la frontière reste fermée uniquement du côté nigérien. Nous, de notre côté, la frontière était ouverte. Les voies fluviales sont ouvertes désormais. Il y a des passages. Vous voyez, donc, de notre côté, on a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, on n'est pas prêt pour demander ce pardon-là. Moi, en tant que Béninois, oui, on peut gérer le problème autrement, mais dire pardon, je ne pense pas qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là. Ça peut être juste un bouc émissaire pour conforter les autorités nigériennes dans leur posture de ne pas vouloir aller dans la normalisation des relations avec le Bénin. Bouc émissaire, ça veut dire qu'il aurait été envoyé en mission. Je pense que non. C'est une maladresse
de l'ambassadeur à Goncan. C'est une maladresse et puis ça dessert tout un État. Et bon, je pense qu'il faut trouver les moyens. C'est à notre État maintenant de faire le service après-vente. Le mal est parti. En quoi faisant oui, peut-être on peut oui, émettre il faut des idées. Hein. Il faut communiquer pour réaffirmer la position officielle du Bénin. Nous ne sommes pas prêts à demander pardon pour quelque chose que nous n'avons pas commis. Point barre. On part sur ce principe-là. Maintenant, si cela implique le rappel de l'ambassadeur, pourquoi ne pas le faire? Parce que, bon, si, comme le disait M. De Campos tout à l'heure, si le Bénin commettait l'erreur de laisser l'ambassadeur en poste, je pense que ça pourrait impliquer les conséquences qui nous ont été décrites tout à l'heure, notamment saisir les tribunaux pour demander réparation, parce que ça veut dire qu'officiellement, nous reconnaissons avoir causé du tort à nos voisins nigériens. Il faut maintenant qu'on paye la part qui nous revient, qu'on répare tout ce qui a été fait. Oui, la conséquence, est-ce que dans ce imbroglio que nous avons maintenant, il faut laisser la barque couler doucement ou bien crever l'abcès en rappelant l'ambassadeur, quitte à laisser le poste vacant quelques mois, voire une année, le temps de nommer un nouvel ambassadeur. Parce que depuis qu'il est là, ça fait 1 an déjà, rien n'a avancé. 6 mois. 6 mois. Qu'il est allé Ok, d'accord, qu'il est allé s'installer. Rien n'a bougé en tant que tel. Oui, les Nigériens ont aussi envoyé un ambassadeur, mais est-ce que la situation a été décantée? Non, ça n'a pas été décanté. Laissez 1 an, nous sommes là, nous serons en plein dans les élections générales au Bénin, au plan politique, justement. Quels peuvent être les impacts? Purement politique. Au plan politique, à l'interne au Bénin, mais en même temps dans le cadre des relations. La difficulté liée aux relations entre les deux pays va peut-être... enfin, je ne vois pas le bout du tunnel pour demain ou après-demain. Vous voyez, mais tout le problème est là. Quand on a une décision à prendre, il y a des données sur lesquelles il faut se pencher. Une donne, peut-être que j'ai été trop loin en parlant de l'AES, mais c'est celui qui m'a rappelé à l'ordre, qui nous rappelle que les vis-à-vis, on ne lit pas en une volonté d'aplanir les divergences. Moi, je suis convaincu, vous demandez à l'État nigérien de lâcher le Bénin aujourd'hui, à l'intérieur, on va demander quand est-ce que les militaires vont partir, ce qu'ils ne veulent pas. Causis bellus, nous servons de raison pour les Nigériens. Ils sont en train de combattre le terrorisme, ils sont en train de combattre, qui sont cachés au Bénin, ils sont en train de combattre le Bénin. Maintenant, vous voulez leur dire que quand est-ce qu'ils veulent partir, vous n'êtes pas patriotes, laissez-les travailler. Et à chaque fois qu'on enfonce le Bénin, ça légitimise un peu ce qui se fait, le grand travail de nettoyage des terroristes qui sont tapis dans les environs du pays. Il faut les laisser faire. D'où je lis une grande difficulté sur le plan politique dans les relations entre les deux pays. Ça va être compliqué. C'est pour ça, moi, de ma position, je voudrais faire confiance, un peu comme mes vis-à-vis ont appelé aux autorités béninoises qui ont pu, malgré ce contexte difficile, faire voyager l'ambassadeur et qui a pu s'installer, qui a commencé par prendre langue avec les autorités du Niger. De la même manière, ils trouveront la solution à notre problème. On les a choisis. Et c'est votre intime conviction et c'est parce qu'ils sont les meilleurs, les mieux placés que le peuple béninois a mis la confiance en eux. Oui, vous vouliez réagir justement. Je voulais réagir par rapport à la notion qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté en griffe du Niger à ne pas vouloir normaliser les relations. Non, je mettrai plus de bémol, plus de réserve à cette déclaration-là, parce que vous avez quand même une actualité récente, c'est-à-dire le Niger a envoyé officiellement son ambassadeur qui a présenté les copies figurées de ces lettres de créance et donc qui entre officiellement en fonction. La normalisation des relations diplomatiques, c'est un processus. On peut peut-être reprocher au Niger de ne pas aller à la vitesse que nous aurions peut-être souhaité en ouvrant les frontières, en faisant ci ou cela. Mais le Niger a son planning, le Niger a sûrement son calendrier. Et donc, on ne peut pas
faire cet agenda est aussi d'ordre politique. C'est clair. Mais bien entendu, nous sommes... je disais. Oui, mais nous sommes en matière politique. Et oui, effectivement, j'entends bien votre argument, mais je ne pense pas que forcément le Bénin soit le seul élément qui légitime quand même, ou qui légitimise le pouvoir politique. Politique, voilà, au Niger. Donc, écoute, il y a plusieurs paramètres quand même qui entrent en ligne de compte pour expliquer ce phénomène-là, bien qu'on puisse comprendre également ce que vous êtes en train d'essayer d'expliquer. Mais je dis quand même le Niger, parce qu'envoyer un ambassadeur dans un pays, c'est un geste diplomatique assez fort. On n'envoie pas un ambassadeur en poste dans un pays avec lequel on ne veut pas qu'il y ait des relations diplomatiques. Parce que l'État, en matière de diplomatie, l'établissement de relations diplomatiques, c'est le niveau supérieur, le niveau suprême. Sinon, il y a d'autres niveaux, il y a les chargés d'affaires, il y a les consulats, il y a les bureaux de liaison, il y a d'autres mécanismes de représentation. Le Niger aurait pu décider désormais, nous ne voulons plus avoir d'ambassadeur chez vous, nous allons juste nous contenter d'un bureau de liaison. Mais le niveau ambassadeur, c'est le niveau suprême. Et ça suppose de la part de l'État qui le fait, qu'il a l'intention de coopérer avec l'État. Je peux penser que c'est votre lecture. Non, ce n'est pas ma lecture. Non, ça n'a rien de technique ce que vous dites. Non, mais... Moi, j'ai apprécié en disant, je lis dans nos autorités, enfin, dans les autorités du pays frère, le Niger en l'occurrence, qu'il n'y a pas beaucoup de volonté. Vous semblez dire, ils ont nommé un ambassadeur, ça montre leur volonté. Au plan diplomatique. Oui, mais après, bon, nous on a ouvert la frontière. Nous on a ouvert la frontière, c'est ce qui a attendu d'ultime. Quel est ce grand risque où on met en difficulté la vie de nos populations en refusant d'ouvrir les frontières pour des raisons de terrorisme, de ci et de ça. Vous savez, nos amis sont allés jusqu'à refuser de venir chercher des colis, des paquets de médicaments qui sont destinés à leurs hôpitaux. Vous abordez un aspect... Oui, vous êtes libre. Vous êtes acteur politique. Je peux finir. Oui, je peux finir tout au moins. Allez-y. Je trouve que c'est gênant parce qu'on a dit, ah, voilà, nous suivons une décision communautaire. On m'a rappelé tout à l'heure qu'on n'était pas obligé. Je comprends ça aussi. Mais après, en termes de difficultés humanitaires, qu'on vous dise, nous relativisons nos positions, des médicaments que vous avez commandés en priorité, nous commençons par montrer notre bonne volonté en vous les envoyant et vous dites non. Permettez pour clarifier. Oui, clarifier le contexte. Ça a été arrivé, ça s'est passé dans quel contexte? Nous étions à l'époque où il était question que la CEDEAO monte sa force pour aller remettre le président Bazoum en poste. Et pendant ce temps, on nous dit dans la même époque qu'il y a un convoi humanitaire qui devait amener des médicaments à Niamey. Les Nigériens disent non, nous n'avons pas confiance en vous. Peut-être que c'est des armements que vous nous envoyez dans notre pays pour venir nous attaquer après. Nous ne pouvons pas venir. Ils nous le rappellent tous les jours qu'ils ne nous font pas confiance. N'ont-ils pas raison? N'ont-ils pas raison compte tenu du contexte? Je peux comprendre, mais le contexte a évolué. Le contexte a évolué. Mais vous savez, le ministre de la Défense, vous nous l'avez rappelé, oui, a dit que des armements sont bloqués au port. Qu'ils ont commandé du matériel militaire qui sont bloqués au port. Le Bénin a réagi. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Oui. Le Bénin a réagi en disant c'est totalement faux. Nous leur avons proposé de leur envoyer le matériel en suivant un circuit donné qu'ils ont refusé. C'est un grand débat. Vous abordez un aspect politique de la question. Il aborde le volet diplomatique. Oui, en diplomatie, il démontre que le fait qu'il y ait un ambassadeur, ça montre qu'il y a une volonté. Maintenant, à quel rythme? Ça, on est sur la question politique. Non, je ne rejette pas sa position. La diplomatie peut prendre tout son temps. Alors qu'il faut parler au plus pressé. Et pour des questions politiques, peut-être on peut aussi faire traîner les choses. Oui, vous savez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je comprends le point de vue. On va boucler l'émission là-dessus. Il reste son avis que je respecte, mais c'est votre perception. Parce que la réalité, elle est tout autre. Les faits disent autre chose. Parce que, et moi, je m'en tiens au fait, et je n'ai même pas ma perception personnelle sur la volonté ou la mauvaise foi de l'un ou de l'autre. Ce que je dis, c'est que nous avons quand même affaire à des gens qui montrent un signe. Rien n'obligeait le Niger à décider d'envoyer son ambassadeur. On a vu des cas où on a vu des pays qui sont restés
longtemps sans représentation diplomatique. Mais ils prennent tout leur temps. Et qui Les dirigeants prennent, nigériens. oui, ils prennent leur temps. Et il y a un aspect important que vous devez comprendre et prendre en considération, c'est le volet sécuritaire et le fait que les États actuellement ne se font pas confiance. Et en matière de relations internationales, le premier élément de normalisation ou l'élément le plus important de coexistence pacifique, c'est la confiance. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance-là qui est renouée entre les deux États, on aura beau dire, les dirigeants nigériens vont rester campés sur leur position. Donc moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est à nous, Béninois. Je sais qu'on l'a déjà, on le fait déjà, on a commencé par le faire. Et justement, l'épisode actuel va davantage démontrer si nous sommes dans cette dynamique-là, effectivement. C'est à nous, Béninois, de montrer notre bonne foi, de montrer qu'on est véritablement dans un processus de normalisation et qu'on veut que les choses changent. Les Nigériens que nous reste-t-il à faire? Que nous reste-il à faire? Les Nigériens ne devraient pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le Bénin a déjà tout donné? Vous êtes journaliste d'ailleurs, c'est normal de rebondir sur cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les autorités béninoises ne savent pas en fait ce que celles nigériennes veulent d'elles? Comme bonne foi en réalité. Je pense... Sur les bases, oui, on peut vérifier et on a entendu des voix autorisées le dire, mais vous pouvez vérifier en un clin d'œil, vous pouvez savoir s'il y a base militaire ou non. Ça aurait pu être fait en une journée, même en une demi-journée. Il y a des drones qui circulent, il y a des, comment vous appelez ça, des instruments qui permettent... les satellites. Les satellites, merci beaucoup. Justement pour vérifier, mais malgré cette manifestation de bonne volonté, de bonne foi, nous sommes restés sur une crise de confiance. Oui, justement, et c'est ce que j'ai commencé par dire. J'ai fait très attention à ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est sur cet épisode. J'ai commencé par dire que le Bénin a commencé par faire des efforts. Et j'ai précisé que c'est sur ce coup-là, c'est-à-dire l'épisode ambassadeur à Goncan, que le Bénin va faire la démonstration finale peut-être de sa bonne foi et du fait qu'elle est définitivement résolue à ce que les relations soient normalisées. Je ne dis pas qu'après cela, tout ira bien. Puisque, vous savez, nous sommes à une étape où il faut que les principales parties s'asseyent. Je suis d'accord que le Niger a également des efforts, beaucoup d'efforts à faire pour revoir son discours par rapport au Bénin. Mais cela implique que nous nous asseyons autour d'une table et que nous discutions de manière vraiment franche et que nous mettons de côté les sous-entendus, que nous mettons de côté les suspicions. Parce qu'en matière de relations entre les États, lorsqu'il y a des suspicions, lorsqu'il y a cette crise de confiance, vous avez beau faire des gestes de part et d'autre, ils ne sont jamais appréciés. Oui, ils ne sont jamais appréciés à leur juste valeur. Moi, je pense sur ce point que les négociations, il y a eu quand même des négociations souterraines quand je suis notre ministre des Affaires étrangères. Il a dit qu'il y a eu des discussions, que tout ce qui doit être fait est fait. Ce n'est pas toutes les actions entreprises que nous voyons publiquement. Maintenant, quand M. Decampos dit que envoyer un ambassadeur est un signe de bonne foi, je peux le comprendre. Mais quand on suit la chronologie, parce que l'ambassadeur, il a été nommé, et sa nomination validée par les Béninois, ça a mis plus d'un mois avant qu'il ne s'installe. Pendant ce temps, alors que l'ambassadeur était nommé, il ne restait que son installation. Le président Tchani a fait un discours, a fait une sortie pour dire que des terroristes sont sur le territoire, qui montre une position totalement contraire. Donc ça veut dire que la nomination de l'ambassadeur n'empêche pas ce que nous vous reprochons plein de choses. La nomination de l'ambassadeur n'annule pas ce que nous pensons de vous. C'est ça le message qu'il nous a envoyé. Et qu'on veuille tirer la conclusion que c'est le message ultime de la bonne volonté, c'est sur ça que je suis. Je voudrais être donc, peu réservé. En diplomatie, l'incident à Goncan et les relations tendues entre le Bénin et le Niger, comment justement sortir de ce carcan?